À Washington, D.C., sur Capitol Hill, dans le bâtiment Rayburn House, où les membres du Congrès élaborent la politique nationale, s'est tenu un briefing du Congrès intitulé « Guerre cognitive, influence, infoterrorisme et manipulation » organisé sur la plateforme Allatra. L'événement a réuni des décideurs politiques, des experts en sécurité nationale, des chercheurs et des défenseurs des droits de l'homme afin d'aborder l'un des défis les plus urgents de l'époque moderne, la guerre cognitive. Le briefing a examiné la manière dont des réseaux transnationaux manipulent la perception publique, diffusent la désinformation, infiltrent les institutions et coordonnent des actes de violence dans le cadre de stratégies hybrides destinées à déstabiliser les sociétés démocratiques, constituant ainsi une menace grave et croissante pour les États. Cette forme d'attaque ne détruit pas les sociétés par les bombes. Elle les corrode de l'intérieur à travers la guerre cognitive. Nous estimons, avec un degré de confiance significatif, que ces méthodes sont développées et mises en œuvre par un réseau transnational coordonné, constituant une nouvelle forme de terrorisme hybride. Les éléments essentiels de son mode opératoire ont été directement empruntés à la propagande nazie. Ce réseau utilise également les inventions du KGB dans le domaine des opérations psychologiques PsyOps. Il semble que ce réseau soit dirigé à partir d'un centre unique, qui est en réalité la Fédération de Russie et le service de renseignement appelé FSB. La version actuelle du mouvement anticulte a été réinventée au début des années 1990, cette fois sur le sol russe, avec un objectif très délibéré. Cet objectif était de servir d'instrument pour la restauration d'un régime totalitaire et pour saper le monde démocratique. Leur mission déclarée consiste à lutter contre les sectes et à protéger la société des cultes. Ce n'est là que leur façade publique. La véritable méthodologie de ce réseau repose sur la violence informationnelle et psychologique. Leur arme principale est la stigmatisation, la diffamation publique et l'incitation systématique à la haine sociale envers les groupes religieux, sociaux et politiques minoritaires. Le réseau anticulte possède une structure hiérarchique. À son sommet se trouve le noyau idéologique et de commandement situé en Russie, l'Association russe des centres d'études des religions et des sectes, l'ERSIRS. Cette organisation est dirigée par Alexandre Dvorkin. Leur CIRS regroupe presque tous les départements et centres missionnaires de l'Église orthodoxe russe, de sorte qu'elle est présente dans chaque ville de Russie où se trouve l'Église orthodoxe russe, et elle agit avec le soutien conjoint de l'Église orthodoxe russe, leur principale agence de renseignement. Aujourd'hui, nous allons également vous présenter les noms des personnes, des organisations et même des journalistes qui représentent le réseau anticulte et qui utilisent activement cette technique et méthode destructrice. Selon notre évaluation, l'arme de la guerre cognitive déployée par ce réseau transnational anticulte est déjà dirigée contre nos citoyens et nos institutions. Ce réseau a infiltré le discours politique afin d'amplifier la polarisation, de provoquer des conflits et de saper la sécurité. L'arme principale de ce réseau, la stigmatisation, ce même label de secte et les autres étiquettes qu'ils apposent sur les groupes qu'ils ciblent, constitue une attaque directe et continue contre la liberté de religion et la liberté d'expression. Car dans leur cas, ce n'est pas une simple opinion, c'est une méthodologie. C'est un procédé opérationnel qui légitime les actions répressives, allant du harcèlement médiatique jusqu'à la violence physique. Et nous pouvons, vous savez, rassembler ensemble ces preuves et les présenter au public. Le briefing a présenté les témoignages de représentants de communautés ciblées par un réseau anticulte, révélant les graves dommages et les abus systémiques résultant de ces activités. Depuis 1999, des millions de pratiquants du Falun Gong ont été brutalement persécutés, arrêtés, emprisonnés et torturés. À ce jour, il existe plus de 5002 cas de décès bien documentés dus à la torture et au mauvais traitement. De plus, le tribunal sur la Chine a estimé que des centaines de milliers de personnes ont été massacrées dans le cadre de l'atrocité du prélèvement forcé d'organes.
Nous sommes réunis ici pour discuter de l'influence, de la manipulation et de la désinformation liées à la guerre cognitive. L'un des exemples les plus évidents de ce phénomène est l'antisémitisme en ligne. Ce n'est pas seulement un problème pour la communauté juive, c'est un enjeu de démocratie, de confiance et de capacité à protéger nos communautés contre les manipulations susceptibles d'avoir des conséquences bien réelles. Je m'appelle Jason Bell. Je suis vétéran, ancien sergent d'état-major de la Garde nationale de l'armée du Michigan. J'ai effectué une mission en Afghanistan en 2011. J'ai terminé mon service au sein du 46e détachement du commandement de la police militaire à la Light Guard Armory, où j'ai assuré les honneurs funèbres pour de nombreux anciens combattants jusqu'à ma séparation du service en 2016. Je poursuis actuellement un baccalauréat à l'Université du Michigan dans le domaine de l'enseignement secondaire. Mon espoir est de rendre à notre pays tout ce qu'il m'a donné. En tant que personne ayant défendu cette nation, je n'aurais jamais imaginé devoir défendre un jour mon droit de faire du bénévolat librement et ouvertement. C'est ce qui m'amène ici aujourd'hui. Partager un témoignage concret afin que vous puissiez comprendre et ressentir personnellement tout ce que vous avez entendu aujourd'hui, le voir à travers vos enfants dans votre propre vie et comprendre que cela peut, et cela arrivera, à vous aussi si nous ne faisons rien. Cela concerne les actions spécifiques des anticultes dont il a déjà été longuement question. Et bien sûr, cela implique le principal adversaire des États-Unis, le FSB russe. En raison de leurs actions, ici comme à l'étranger, j'ai été confronté à l'hostilité, au mépris et à la persécution en lien avec mon travail bénévole au sein du mouvement public international ALATRA, et cela pendant 5 années. Depuis 2015, je m'entraîne à la Detroit Kung Fu Academy, en tant qu'instructeur dans un style connu sous le nom de Wing Chun. Vient un moment où l'on te donne la possibilité d'ouvrir ta propre école et d'utiliser la réputation de cette école afin de gagner ta vie et de transmettre cet art. Eh bien, cette opportunité m'a été refusée par mon sifu, qui m'a présenté des informations affirmant que je faisais partie d'une secte. Il a trouvé ces informations sur Wikipédia, sur divers sites internet et dans d'autres publications tant aux États-Unis qu'à l'étranger. J'ai été ridiculisé, ostracisé et isolé à de nombreuses reprises à cause des étiquettes qui ont été efficacement collées à moi et à ma famille. J'ai essayé à maintes reprises d'en appeler à la raison, comme beaucoup d'entre nous qui tentons en vain de convaincre les gens avec des faits. Ces publications ont eu un effet durable et réel sur moi et sur ma famille. Ces sources ont diffusé des déformations et des mensonges. Elles ont porté atteinte à ma réputation dans les cercles sociaux et m'ont privé de la possibilité de gagner ma vie en enseignant cet art martial. Et, ce qui est désormais ma préoccupation légitime, elles menacent mon avenir en tant qu'enseignant, un métier dans lequel je dépends fortement de la perception publique que les gens ont de moi. Ma préoccupation actuelle dépasse toutefois ma propre carrière. Les tactiques et les étiquettes utilisées contre moi vont entraver ma carrière d'enseignant. Comme nous l'avons vu en Russie et à l'étranger, nous n'avons pas abordé en détail de nombreux cas qui ont touché des personnes. Mais nous connaissons des gens qui ont été enlevés dans la rue, dont les portes ont été défoncées et puis qui ont été emprisonnés, simplement à cause de ces étiquettes et de ces déformations. Tout cela nous empêche de vérifier la réalité et nous ne parvenons plus à nous entendre. Et très vite, la déshumanisation fait son effet. Et c'est là une véritable source d'inquiétude pour moi. En aucun cas, sous aucune forme, cela ne devrait être notre réalité. C'est notre devoir et notre responsabilité de faire face à cette menace. Comment se fait-il que le FSB soit parvenu à imposer des récits qui divisent les gens et causent des dommages durables, simplement parce que j'entretiens moi-même une relation avec un groupe ou une organisation socialement significative qui informe le public sur le climat, sur ses effets actuels comme futurs? J'ai servi pour protéger la liberté. Aujourd'hui, je suis persécuté simplement pour l'exercer. Ces actions doivent cesser immédiatement. J'en appelle à mon pays pour qu'il reconnaisse la menace que représentent les opérations de renseignement étrangères, lesquelles manipulent la perception des Américains à travers des campagnes coordonnées de désinformation. J'en appelle à la responsabilité et j'en appelle à la justice. Merci à tous d'être ici aujourd'hui avec moi et d'avoir écouté mon histoire. L'influence de ce réseau s'étend jusqu'aux plus hautes sphères. Le briefing a détaillé le cas de Yacoub Yal, présenté comme un agent présumé du réseau en Europe. Confronté à de graves accusations criminelles, il n'a fait l'objet d'aucune enquête. Il a été protégé. Des témoins rapportent des violences sexuelles systématiques visant principalement des enfants âgés de 8 à 13 ans. Ils décrivent comment Yal administrait secrètement des injections de substances inconnues à des enfants dans une pièce séparée.
Il raconte qu'il commettait des actes d'une cruauté sadique, notamment en forçant les victimes à se livrer à des actes de coprophilie et en tuant des chiens errants. Prenons l'histoire d'une enfant que le documentaire appelle Violette. À seulement 13 ans, elle aurait été violée par Jal qui, selon elle, aurait d'abord glissé quelque chose dans son verre d'eau, mais elle ne s'en serait pas rendue compte immédiatement. Il l'aurait ensuite violée à plusieurs reprises et, lorsqu'elle aurait tenté de s'échapper, Jal l'aurait coupée avec un couteau. Le documentaire montre Violette racontant ce traumatisme, dont elle porte encore les cicatrices physiques et émotionnelles des années plus tard. L'un des aspects les plus choquants de cette affaire est la raison invoquée par les victimes pour justifier leur silence. Pourquoi ne sont-elles pas allées voir la police? Parce que, comme elles l'ont expliqué elles-mêmes aux journalistes, le déséquilibre de pouvoir inhérent, un héritage de la dynamique coloniale, leur a appris que la parole d'un blanc venu d'Europe l'emporterait toujours sur le témoignage d'enfants pauvres du coin. Jal, selon les victimes, était intouchable. Des témoins affirment qu'il utilisait des photos d'enfants africains souriants pour solliciter des dons auprès d'Européens bien intentionnés, récoltant ainsi environ 2 millions de couronnes tchèques, soit environ 85 000 $ américains. Mais selon ces témoins, aucun de cet argent n'est allé aux enfants. Il a plutôt servi à financer le train de vie personnel de Jal, à acheter de la drogue, qu'il distribuait aux jeunes, comme l'ont documenté les autorités locales, et il existe un document officiel sur les accusations de trafic de drogue portées contre lui. Il est important de noter qu'il utilisait l'argent qu'il collectait sous forme de dons destinés à aider les enfants pour soudoyer les responsables locaux, afin de s'assurer de leur silence et de leur complicité. Les témoignages de Violette et d'autres enfants de Moshi auraient pu facilement disparaître, ensevelis par la peur, la pauvreté et l'indifférence systémique. Mais cela n'est pas arrivé grâce à l'intervention du mouvement public international Allatra, un mouvement qui s'engage également dans la défense des droits humains. Lorsque le documentaire d'Assem Japisheva a été publié, les bénévoles Allatra ont assumé le rôle d'amplificateur mondial, veillant à ce que les voix venues de Tanzanie puissent atteindre un public international. Les bénévoles Allatra ont officiellement saisi les autorités de la République tchèque, leur présentant toutes les preuves documentées et exigeant une enquête complète. Face à un rapport minutieusement documenté décrivant des crimes odieux qu'un de ses citoyens aurait commis, la réaction attendue de la part de tout gouvernement responsable et raisonnable, en particulier d'un membre de l'OTAN et de l'Union européenne, est claire. Ouvrir immédiatement une enquête approfondie. Mais le gouvernement tchèque a fait exactement le contraire. Ce que nous avons constaté, c'est une campagne délibérée d'obstruction et de déni, accompagnée d'une inversion choquante entre la victime et le coupable. Le gouvernement tchèque, dirigé par son plus haut responsable des forces de l'ordre, a choisi de blanchir publiquement le présumé abuseur d'enfants récidiviste, envoyant ainsi un message glaçant aux victimes « Vos voix ne comptent pas ». Dans le même temps, cela a également adressé un signal clair aux agents anticultes liés au FSB en Europe. Ils peuvent jouir d'une pleine protection et de l'impunité pour leurs activités inhumaines, soumettant ainsi ces enfants à une seconde forme de violation. Leur traumatisme a été nié, leur crédibilité attaquée et leur souffrance jugée moins importante que la réputation de leur agresseur présumé. Cet échec juridique est inextricablement lié au racisme systémique. Par ses actions, le gouvernement tchèque a créé une hiérarchie de valeurs humaines de facto. La réputation d'un citoyen européen blanc a été publiquement et fermement placée au-dessus des témoignages sous serment et documentés de dizaines d'enfants africains noirs. Les implications sont stupéfiantes. Les institutions démocratiques sont instrumentalisées pour protéger les agents d'un service de renseignement hostile. Il ne s'agit pas d'un problème européen, c'est une menace claire et immédiate pour les États-Unis. Un réseau capable de protéger ses agents en Europe est également capable de diffuser de la désinformation et de manipuler la politique américaine. Nous recommandons donc au Congrès de prendre les 4 mesures suivantes. Premièrement, une enquête approfondie sur le réseau anticulte et sur tous les acteurs qui y sont affiliés est urgemment nécessaire. Deuxièmement, nous exhortons le Congrès à ouvrir immédiatement une enquête sur les principales figures de ce réseau, en commençant par Yacoubial et son protecteur politique. Troisièmement, les États-Unis doivent utiliser tout leur poids diplomatique pour faire pression sur le gouvernement tchèque et sur l'Union européenne afin qu'ils cessent d'entraver la justice.
nous devons insister sur une enquête complète, transparente et internationale concernant l'affaire Yacoubial, conformément à leurs obligations contraignantes au titre de la Convention de Lanzarote. Cela doit inclure la mise en cause de tous les responsables ayant entravé ou supprimé les premières demandes d'enquête. La séance s'est conclue par un appel à une enquête internationale sur le réseau et ses affiliés. L'arme de la guerre cognitive, déployée par le réseau transnational anti-culte, est déjà dirigée contre nos citoyens et nos institutions. Son idéologie constitue une attaque frontale contre le premier amendement, en promouvant un cadre dans lequel la croyance elle-même peut être criminalisée, tout en servant simultanément d'instrument à la politique étrangère russe pour déstabiliser la démocratie de l'intérieur. Et aujourd'hui, il ne suffit plus simplement d'étudier leur mode d'action. Il est temps de protéger réellement, il est temps de nous défendre contre leurs actions et bien sûr de sauver notre nation et nos familles.